Bonjour Monsieur Ploncard-Dassac. Bonjour Diane. Alors vous souhaitiez faire quelques précisions quant aux prochaines élections européennes du 26 mai. Auriez-vous pour commencer une remarque à faire aux abstentionnistes? Oui, alors premièrement, avant de répondre à votre question, pourquoi est-ce que j'ai tenu à ce qu'on fasse cet entretien? C'est pour une raison très simple, c'est que j'ai eu dernièrement, soit directement, soit indirectement sur les réseaux sociaux, différents interpellations de gens, soit directement à moi, soit ouvert à tout le monde, comme quoi il fallait pas voter, comme quoi de toute façon on pouvait pas faire confiance à Bellamy, comme quoi, etc., 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 que seuls les imbéciles allaient voter. Alors, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, en fait, à qui cela va-t-il profiter si on ne contredit pas ce genre de message? Eh bien, ça va profiter, comme ça a été le cas au moment des élections présidentielles de 2017, à Emmanuel Macron. Ces gens ne comprennent pas que si on ne vote pas pour celui qui est le plus proche de nous, ils vont à nouveau apporter de l'eau au moulin d'Emmanuel Macron. Alors, je vais répondre à votre question justement sur les abstentionnistes. Je crois que ça colle parfaitement avec ce que je viens de dire. L'abstention ne sert à strictement à rien. C'est une désertion. Ce que l'on doit à chaque fois qu'il se produit un scrutin, c'est voir quel est celui qui est le plus proche, ou je dirais le moins pire, analyser toutes ces déclarations, comme celles des autres d'ailleurs, de façon à se faire une idée. Or, ce qui m'exaspère avec tous ces gens qui disent il ne faut pas voter, ou alors il faut voter Marine Le Pen, etc., c'est qu'ils ne se donnent même pas le, le temps de regarder ce que disent les autres candidats, et notamment en ce qui nous concerne, François-Xavier Bellamy. Et je pense qu'on va arriver justement à son profil, Oui. parce que c'est ça qui nous intéresse. Oui, mais alors juste une petite précision, parce que c'est notamment des catholiques tendance traditionnaliste qui refusent d'aller voter, disant que le bon Dieu nous sauvera autrement et que c'est se plier à la mascarade démocratique et républicaine. Exactement, vous savez très bien ce que j'en pense de ces catholiques-là. Rappelez-vous que j'avais fait il y a peut-être 8 mois, un an, une conférence sur religion et politique. Et j'attirais l'attention sur la responsabilité des milieux religieux, quels qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient modernistes ou traditionnalistes, et pire encore, en ce qui concerne les traditionnalistes, qui devraient être davantage attachés à défendre les principes qu'ils sont censés représenter sur le plan religieux, mais qui concernent aussi le philosophique et le politique. Or, ces gens-là ne comprennent pas, je pense, c'est dû en très grande partie à leur curé, à leurs abbés, qui leur dit égoïstement, jouant sur leur égoïsme, concentrez-vous uniquement sur votre salut éternel, vous vous occupez pas de politique. Ce qui veut dire quoi? Restez dans nos soutanes et vous serez sauvés. Ben, je regrette beaucoup. Parce que quand on laisse le terrain politique à l'ennemi, l'ennemi fabrique des lois qui détruisent la société, à commencer les, les individus, tous les individus, et leurs enfants, et leurs enfants. Et c'est ça que ce public traditionnaliste ne comprend pas, à cause, très souvent, de leurs abbés et de leurs curés qui leur disent ne vous occupez pas de politique. Et ça, je trouve ça absolument scandaleux dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, comme elle l'a été depuis la Révolution des Françaises. Parce que si on en est où on en est aujourd'hui, c'est à cause de cette démission constante du milieu catholique. Catholique. Et d'ailleurs, je suis tombée récemment sur une page du catéchisme de l'Église qui stipulait bien que le chrétien se doit d'accomplir son devoir électoral pour voter pour les hommes les plus chrétiens et les plus capables de procurer le bien du pays. Alors Donc, justement, parfait Diane, bravo pour cette situation. Ça me permet d'enchaîner justement sur François-Xavier Bellamy. oui, Quel est le catholique le plus proche de nous? D'abord catholique, oui est-ce d'abord que vous en catholique. voyez d'autres? Bah non.
Est-ce qu'on peut dire que Marine Le Pen est catholique? Je ne Non, suis pas sûre. non, non. Ah non, il n'y a qu'à prendre ces textes. Où voyez-vous son attachement catholique? Le père, à la limite, mais enfin, le père, bah, tout ça, c'était des clins d'œil pour attirer un certain public. Mais le résultat, c'est quoi? C'est tout de même lui qui a introduit au Front National tous les francs-maçons, un bon nombre de représentants de la communauté juive, les homosexuels. Je regrette beaucoup, c'est pas particulièrement catholique, ça. Donc, vous voyez, on ne peut pas euh, analyser froidement une situation si on ne se penche pas sur les écrits et les dires des différents intervenants. C'est ce que je fais toujours. Et si en 2017, j'avais fait voter pour François Fillon, c'est parce que justement je m'étais attaché, déclaration après discours de sa part, à voir ce qu'il disait. Ce que la plupart de ceux qui n'ont pas voulu voter pour lui n'ont pas fait. Ils se sont laissés manipuler par les médias qui ont agité devant eux les soi-disant scandales financiers de ce malheureux Fillon, qui a fait des choses qui étaient absolument légales, puisqu'il y a eu au moins, ça je le répète sur tous les temps, il y a eu au moins 100 députés qui en ont fait autant, à commencer par le président de l'Assemblée nationale, comment il s'appelait? Claude Barthelone. Claude Barthelone, exactement. Pourquoi ces gens-là n'ont-ils pas été, eux aussi, poursuivis? Parce qu'il fallait, au travers des médias, donner une mauvaise image de Fillon pour détourner le vote catholique et conservateur et bien-pensant de lui, pour ouvrir la porte à Macron. Et ils ont parfaitement réussi. Et c'est ça qui m'exaspère dans le schéma d'aujourd'hui, qui risque de se reproduire aux prochaines présidentielles, c'est que les médias, avec le pouvoir politique qui est derrière, c'est-à-dire Macron, jouent exactement le même jeu, essayer de détourner les conservateurs et les catholiques de voter François-Xavier Bellamy, qui est le plus proche d'eux. Et alors, est-ce que l'on peut enchaîner justement sur un certain nombre de déclarations de François-Xavier Bellamy Oh, oui, bien sûr, allez-y. qui me sert justement à ma démonstration? Alors, je vais peut-être un petit peu me répéter, mais il faut toujours répéter. Il ne faut pas croire que parce qu'on dit les choses une fois, on va y arriver. Alors, on en a déjà parlé à 2 reprises lors de nos derniers entretiens. Donc, cette déclaration de François-Xavier Bellamy doit remonter à environ 2 mois et quelques. Et ce qui m'avait interpellé dans cette histoire-là, c'est que je m'étais aperçu, et j'avais failli en être victime moi-même, c'est que les médias tendaient à faire croire qu'il avait dit des choses, pris des positions qui ne pouvaient que révulser les catholiques, les conservateurs, les gens de droite. Et comme je suis tout de même pas tombé tout à fait la dernière pluie, quand je vois quelque chose, j'essaye de confirmer, voir si c'est réel, si vraiment la personne a dit ceci ou cela. Et c'est comme ça que je me suis aperçu que François-Xavier Bellamy, s'étant aperçu de la manœuvre frauduleuse contre lui, pour détourner les gens de lui, avait fait une déclaration très intéressante que je vais redonner. Il s'adressait donc aux médias, qui lui avaient fait dire ce qu'il n'avait pas dit, et il disait ceci: « Je ne crois pas que la vision proposée par Emmanuel Macron, qui consiste en gros à dire que dans la mondialisation que nous vivons aujourd'hui, l'époque des États-nations est terminée et que l'Europe devienne ce grand ensemble auquel nous allons transférer notre souveraineté. » Et il poursuivait: « Je découvre ce soir avec étonnement une dépêche relatant en quelques lignes des échanges que j'ai eus hier avec des journalistes qui va manifestement contre le sens de mon propos. J'ai redit, comme je l'explique sans discontinuer depuis des semaines, qu'il ne peut y avoir une souveraineté européenne puisqu'il n'y a pas de peuple européen, et j'ai rappelé combien ce point me distinguait radicalement de la vision évoquée par Emmanuel Macron dans plusieurs de ses discours qui décrivaient un projet clair de dépassement des nations. J'ai indiqué qu'à mon sens, il ne pouvait y avoir de démocratie européenne
que s'il y avait un peuple européen et qu'aucune décision politique ne pouvait faire exister un peuple unique au mépris de la lente maturation de l'histoire, des cultures et des langues qui font la belle richesse de l'Europe, dans la diversité des peuples qui partagent en elle une civilisation commune. Je ne comprends pas qu'on puisse tirer de ce raisonnement très clair une conclusion inverse à celle que je ne cesse de défendre depuis plusieurs semaines. Donc, vous voyez, à travers de cette déclaration de François-Xavier Bellamy, il a très très bien compris, en tout cas mieux que l'avait fait François Fillon à l'époque, comment les médias manœuvrent pour essayer de faire peur à ceux qui seraient tentés de voter pour lui. Oui, il n'est pas dupe de la manipulation des Il n'est médias. pas dupe de la manipulation, il a réagi fermement, ce que malheureusement François Fillon n'avait pas su faire. Et dans son texte, la laisse transparaître qu'il comprend qu'il n'y a pas de peuple européen Mais bien dans entendu. son ensemble. Et bien entendu. Mais rappelez-vous ma critique, par exemple, vis-à-vis de la nouvelle droite européiste, qui parle d'un nationalisme européen. Et vous vous rappelez ma réponse, le nationalisme n'existe qu'après la nation pour défendre la nation. Elle n'est pas préexistante à la nation. Donc la nation est le support de toute réaction nationaliste. Évidemment. Bien qu'après. Alors je voudrais tout de même poursuivre aussi sur François-Xavier Bellamy. On ne peut que constater que depuis qu'il est rentré en campagne, il insiste et il revient constamment sur les racines chrétiennes de la France et de l'Europe. Ce n'est pas gratuit. Et il le fait en dépit de toute l'aile libérale et quelque peu gauchisante ou quelque peu maçonnique aussi de l'entourage républicain. Il y a tout de même la Valérie Pécresse encore, il y a encore toutes ces bandes-là qui traînent chez les républicains, et malgré tout, malgré le désir de rassembler qu'on ne cesse que d'essayer de lui faire accepter, il revient toujours sur les racines chrétiennes de la France et de l'Europe, ce qui évidemment dégoûte les médias. Donc voilà, l'hostilité qu'il y a contre lui, c'est une chose qu'on peut même remarquer. Quand on regarde la préférence manifeste des médias pour parler de Marine Le Pen, lui donner la parole, ainsi qu'à ses principaux lieutenants, Gilbert Collard, Louis Alliot, Nicolas B, Sébastien Chenu, un peu plus loin, un certain David Rachlin, aux origines ethniques connues. Pourquoi cette préférence pour ces gens et ces juifs, homosexuels pourquoi cette préférence des médias pour ces gens-là? C'est parce que ces médias se sont plus proches d'eux. C'est révélateur. Alors que, quand même, François-Xavier Bellamy, on l'entend beaucoup moins sur les ondes que tous les autres. Si on faisait un comptage du temps de parole de l'ensemble des lieutenants de Marine Le Pen dans les médias par rapport à François-Xavier Bellamy, c'est flagrant. Il me semblait que c'était censé être équitable. C'est censé être équitable, mais ça ne l'est pas. Parce que justement, on table sur le fait que c'est pas le même individu qui parle. Alors peut-être qu'entre Marine Le Pen et François-Xavier Bellamy, c'est équitable, ou Bardella, puisque c'est Bardella qui représente. Et alors aussi, une chose quand même qu'il faut rappeler, qu'est devenu aujourd'hui le Rassemblement national. Et d'ailleurs, il n'y a rien de nouveau, puisqu'avec Jean-Marie Le Pen, c'était déjà ça. C'est devenu un parti sioniste, un parti maçonnisé, et notamment avec Gilbert Collard, qu'on voit à tout bout de champ sur les médias. Et homosexuel. Je vais vous lire, oui, homosexuel. Je vais vous lire une déclaration que j'ai citée à plusieurs reprises, notamment dans la politique. Donc, voilà ce que disait Gilbert Collard, et rappelons qu'il est membre de la Grande Loge de France, donc franc-maçon. C'était le 10 février 2017, devant la Confédération des Juifs de France et amis d'Israël. Écoutez bien, voilà ce qu'il disait.
On ne peut pas défendre la France si on ne défend pas les Juifs. Je considère que quand Marine dit la France aux Français, mais c'est la France aux Juifs pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Il me semble que c'est clair, ça. Ah oui, bien sûr. Or, La judaïsation du mouvement national, oui, tout à fait. et bon, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. En fait, derrière toutes ces manœuvres médiatiques, qu'y a-t-il? Il y a que Macron n'a réussi à passer que parce qu'il a eu devant lui Marine Le Pen. Et toute la campagne qui a été faite contre Fillon a été faite pour qu'il ne soit pas face à Macron. Sinon, Macron n'aurait eu aucune chance. Et ce que souhaite aujourd'hui Macron, pour les européennes, mais en visant les prochaines présidentielles, c'est à nouveau de ne pas avoir un candidat Républicain face à lui. Voilà. Mais donc vous voyez vous anticipez le coup d'après finalement, Oui, parce que là, mais bien entendu, Pas- c'est ce que je fais toujours. C'est toujours anticiper. Vous me l'avez encore dit dernièrement. J'anticipe toujours le coup d'après, du coup d'après. coup d'après. Mais parce que là justement, on vous rétorquera, oui, mais les européennes, il n'y a qu'un tour. Les têtes de liste, c'est Bellamy et Loiseau et mince, comment s'appelle-t-il, Bardella. Donc il faudrait plutôt que de se baser sur les personnalités, sur les programmes proposés, les promesses de ces partis pour les européennes. Pourquoi vous penchez-vous davantage sur les personnalités plutôt que sur les propositions faites de ces partis? Parce que les deux sont liés. Les deux sont liés. Quelles sont les propositions du Rassemblement national? Hein? Autrefois, avant les dernières présidentielles, le Rassemblement national, bon, c'était pas encore le Rassemblement national, c'était le Front national, se disait pour la sortie de l'Europe et contre l'euro. Et puis, juste avant les présidentielles, ça a été une arnaque pour les fidèles du Front national. Hop, on a évacué cet aspect-là. Et aujourd'hui, cet aspect est tout aussi évacué. Donc, sortie de l'Europe qui détruit toutes les autres nations en Europe, il n'en est plus question du côté du Rassemblement national. Ni de l'euro d'ailleurs, la monnaie. Par contre, quand on lit bien les déclarations ou les textes de François-Xavier Bellamy, il insiste toujours sur l'Europe des nations. Alors vous me direz, oui, le Rassemblement national un petit peu, mais avec quels alliés? Oui, avec les sionistes? Avec les francs-maçons? Mais alors, est-ce que ça ne vous choque pas, par exemple, dans la liste, dans les propositions des Républicains, il y ait l'inscription de l'héritage et des racines judéo-chrétiennes et de l'héritage des Lumières? C'est pas tout à fait comme ça. Ils l'ont mis ici, noir sur blanc. Racines judéo-chrétiennes doivent être inscrites dans la construction de l'Europe et également l'héritage des Lumières. Vous avez raison de pointer ça parce que ça montre justement la différence entre ce que dit François-Xavier Bellamy et les textes officiels des Républicains. Il y a un déphasage là. Oui. Parce que ce que répète constamment François-Xavier Bellamy, ce sont les racines chrétiennes de la France et de l'Europe. Il est allé dernièrement en Grèce pour, je suppose, se ressourcer dans l'héritage grec. Et ce n'est que lorsqu'il y a eu son entretien avec Jacques Attali, organisé par la revue Valeurs Actuelles, qui est sioniste, il faut le savoir. Donc c'était un piège qui était devant Bellamy. Et alors que Bellamy parlait des racines chrétiennes de la France et de l'Europe, il s'est fait reprendre par Attali. Il s'est fait reprendre exactement par Attali. Je vois avec plaisir que vous avez suivi aussi. Il s'est fait reprendre par Attali qui dit non, 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 les racines juives et musulmanes qui ont fait l'Europe, etc. Et alors, ça a été un dialogue à fleuret moucheté. Et j'avoue que je m'amusais en regardant les mimiques de François-Xavier Bellamy. On comprenait très bien qu'il n'était pas du tout, qu'on essayait de le faire tomber dans un traquenard,
pour lui faire dire, mais non, non, c'est pas les racines juives, parce que Attali lui aurait dit, ou les commentateurs lui auraient dit, comment vous êtes antisémite? Donc vous voyez, François-Xavier Bellamy, bon, n'est pas des nôtres, c'est évident. Mais, parlons. Il a un fond plus sain, en fait. Il a un fond, voilà, exactement Diane, merci. Il a un fond plus sain, il est beaucoup plus proche de nous euh, D'ailleurs, que l'aspect officiel qu'il représente aux Républicains. D'ailleurs, dans son clip de campagne, je vous avais fait remarquer hier qu'il se présentait devant la cathédrale de Reims. Tout à fait. J'allais y venir aussi parce que c'est un symbole. Non seulement à chaque fois qu'il apparaît, il essaye de bien marquer l'héritage chrétien de la France, et encore dernièrement, où est-ce qu'il est allé? Il est allé à Cîteaux. Il est allé à Cîteaux pour rappeler qu'en fait, l'Europe avait été construite par L'abbaye, par les moines, l'abbaye de Cîteaux. oui, par les communautés religieuses, par les grands ordres religieux. Et là encore, c'est une allusion, un clin d'œil aux racines chrétiennes de la France. Et qu'est-ce qu'on veut de plus? Alors, après ça, étonnez-vous que les médias essayent de le présenter sous un aspect déplaisant pour les croyants. Mais ce qui est déplaisant, finalement, c'est le parti dans lequel il se présente. C'était quand même le parti de Nicolas Sarkozy. C'était. Voilà. Vous l'avez dit. Alors, je voudrais encore revenir sur le Rassemblement national, pour bien démontrer qu'en aucun cas, on ne peut voter pour le Rassemblement national. C'est une voie de garage, c'est un faux épouvantail pour ouvrir la porte à Macron, une fois de plus. Et je voudrais rappeler cette position de Jean-Richard Sulzer, qui appartient à une certaine communauté, qu'il est inutile de nommer, qui est membre du Conseil national du Rassemblement national, qui est président du Cercle national juif France-Israël et très proche de la Ligue de défense juive. Bon, vous l'avez nommé alors. Cette communauté. Je crois que je l'ai nommé. Ah, j'aime bien les fines mouches comme vous, Diane. Bon, et voilà ce qu'il disait. La liste Rassemblement national n'abrite aucun candidat sulfureux. Bien au contraire, la liste Bardella comprend de très grands amis d'Israël et de la communauté juive. Donc, en conclusion, qu'est-ce que le Rassemblement national aujourd'hui? C'est un mouvement national sioniste, donc un parti de l'étranger. Alors, si vous avez envie de voter pour ça, ne venez pas vous plaindre après des conséquences. Voilà ce que je voulais dire, entre autres choses, et je suppose qu'on n'en a pas terminé avec ça. Mais d'ailleurs, dernièrement, ou même plus anciennement, Marine Le Pen avait dit que les Juifs n'avaient aucun souci à se faire en votant pour elle, quoi. Je ne sais plus quelle était sa phrase exactement, mais... Nos compatriotes juifs n'ont rien à craindre du Front National, bien au contraire. Ça, c'est évident. Alors voilà, c'est pour ça que je voulais réagir à tous ces commentaires qui essayent de détourner, premièrement, de voter, ou alors de voter pour le Rassemblement national. Le Rassemblement national est un pseudo-adversaire du système, du pouvoir, de Macron. C'est un piège. Alors, si ceux qui déjà s'étaient lourdement trompés en ne voulant pas voter pour Fillon en 2017, se tromper une fois, vous connaissez la formule latine, errare humanum est, perseverare diabolicum est. C'est-à-dire se tromper une fois, bon, à la limite, c'est humain, mais se tromper deux fois, c'est diabolique. Alors pour vous apporter la contradiction une fois de plus, je pense que la France des Gilets jaunes ne votera pas Bellamy, mais plutôt, à mon avis, Rassemblement national. Surtout que ce scrutin se présente comme un référendum pour ou contre Macron, et aux dernières élections, c'était Marine face à Macron. Eux, pour dénoncer leur désaccord face à Macron, ils vont voter massivement pour le Rassemblement national. Alors, malheureusement, je crains que vous ayez raison, parce que les Gilets jaunes n'ont aucune culture politique. Ces braves gens réagissent à leur vécu,
qui devient de plus en plus misérable. Et malheureusement, on ne peut que constater que peu d'entre eux commencent à remonter à la cause de leurs problèmes. Donc, ils réagissent de façon primaire, ils voient toute l'agitation faite par les membres du Rassemblement national contre l'immigration, etc., etc. Bon, mais François-Xavier Bellamy en dit autant. Quand il dit qu'il faut maîtriser les flux migratoires, c'est inadmissible, etc. Écoutez, nous, à notre niveau, on ne peut faire qu'expliquer les choses, mettre en garde, etc. Et puis finalement, les peuples ne méritent que ce qu'ils méritent. Oui. Ils ont le président et le représentant qu'ils méritent, ça c'est vrai. Oui. Mais alors comment expliquez-vous par ailleurs que des élus de la France insoumise annoncent qu'ils voteront pour le Rassemblement national? Ça, j'avoue que ça m'a un petit peu surpris. Je comprends pas très bien. Je ne comprends pas très bien. Bon, ce qui est certain, c'est que Mélenchon est en mauvaise posture. Je ne sais pas ce qui se passe au sein de son mouvement. Ça part en petits morceaux. Je ne peux pas vous répondre. En fait, ce qui, à mon avis, plaît à une partie de l'électorat d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est ce côté anti-mondialiste qu'a le Front National. Non, vous ne pensez pas? Oui, oui, d'accord, mais d'un autre côté, Et les élus, il pareil. y a tout de même des petites contradictions. C'est que Mélenchon est tout de même plutôt pro-palestinien. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est Au Rassemblement national, on l'est pas. Oui. Il y a des petits problèmes. Non, j'ai pas honnêtement, si on se base sur la logique pure, je n'ai pas d'explication. Alors, est-ce que c'est... non, je ne peux pas trouver d'explication. Bon, bah alors je passe à la question suivante. Vous voyez, l'une des phrases et des propositions des Républicains dans leur liste, ce serait refonder l'Europe. 5 piliers pour refonder l'Europe. L'Europe qui est actuellement mondialiste et qui est supranationale et qui a été créée comme telle, peut-on refonder l'Europe vers une Europe des nations comme ils le souhaitent, alors que son fondement même en est son strict opposé? Justement, c'est ça qu'on remarque dans le discours de François-Xavier Bellamy. C'est un petit peu aussi ce que dit le Rassemblement national. Mais c'est une nécessité. Aujourd'hui, il est évident que si on veut s'opposer au grand bloc, soit américain, soit chinois, on ne veut pas être seul. Ah, Ça ne vous, veut vous dire, pensez? ça ne veut pas dire que l'on doit se fondre dans une entité artificielle. C'est justement ce que François-Xavier Bellamy répète sans cesse. Donc, il doit y avoir des accords entre peuples. Et toute l'histoire de l'humanité n'a été faite que d'alliances ponctuelles en fonction de dangers ou d'intérêts communs. Et ça dure ce que durent ces menaces ou ces intérêts communs. Mais créer quelque chose de monolithique comme cette Europe, rappelez-vous par exemple, et je l'ai cité aussi à plusieurs reprises, ce mot de Jean Monnet, qui est un des pères de l'Europe, quand il disait que l'Europe n'était qu'une étape vers une sorte d'organisation ultérieure. Oui, vers la République universelle. Donc, pour les mondialistes, en vue du mondialisme messianique, l'Europe n'est qu'une étape en vue de la République universelle ou de la gouvernance mondiale, comme on le dit aujourd'hui. Donc, quand Xavier Bellamy dit qu'il faut revenir à une Europe des nations, ben, alors comment va-t-il le faire? Ça, j'en sais rien. Mais tant qu'il n'est pas au pouvoir, on ne pourra pas le savoir. Bon, ça ne va pas dans le sens de l'Europe que Monnet, Schuman et Adenauer souhaitaient. Certainement pas. Certainement pas. C'est à l'opposé, et justement, c'est ça qui est intéressant. Et je reviendrai toujours au même argument. Pourquoi est-ce que les médias lui préfèrent une Marine Le Pen et ses lieutenants, si ce n'est parce que, pour eux, Marine Le Pen leur semble beaucoup plus compatible avec ce que veut le système. Il faut tenir compte de ça. Alors pourquoi est-ce que maintenant vous critiquez Marine Le Pen, tandis qu'il y a encore quelques mois ou Oh, un an, je crois que vous l'aviez soutenue? quelques années, ça doit faire 3-4 ans au moins. Oui.
Je ne sais plus, les années passent vite, mais je me souviens que face Oui, à, je ne sais plus qui était le candidat. Je ne sais plus les dernières élections auxquelles vous aviez appelé à faire voter Marine Le Pen, et pourtant elle n'a pas changé tant que ça. Ah, c'était quand elle venait de mettre son père à la porte, je crois. oui, 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 il y avait ça. Et puis il y avait le fait que toute cette faune ne s'était pas révélée à ce point-là au Mm. sein du Front National. Et là encore, bon, c'était bon. À l'époque, qu'est-ce qu'on avait du côté des Républicains? On n'avait rien du tout. Non, c'est vrai. Donc il n'y avait pas d'hypothèse de ce côté-là. Donc le problème, justement, si on veut si on veut raisonner froidement, et justement, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas raisonner émotionnellement. C'est de voir quels sont les avantages et inconvénients de telle ou telle position. Mais ça ne veut pas dire que la position que l'on prend à un moment donné est figée pour le reste de l'évolution de la situation. Non, évidemment. C'est, disons, au coup par coup. Alors dans les personnages un peu sulfureux, entre guillemets, qui entourent Bellamy, il y a un certain Arnaud Danjean qui apparemment ne serait pas quelqu'un de recommandable, notamment par ses accointances avec un Nassim Tachi. Je crois que c'est ça, comme ça qu'on prononce. Alors là, j'ai vu la chose, et Tachi, Tassi. là encore, je me suis dit, tiens, c'est tout de même curieux, allons voir ce que c'est que c'est Dangean, hein, c'est bien ça. Oui, Arnaud Danjean. Ben, C'est le je suis allé- troisième de la liste. Oui, oui, je sais, c'est le Bellamy. troisième, tout à fait, tout à fait. Alors, je suis allé voir un petit peu qui était ce monsieur Dangean. Et bon, tout bêtement, je suis allé sur Internet, j'ai vu la notice qui lui est consacrée sur Wikipédia. Et en fait, bon, j'ai pris quelques petites notes. Euh, En fait, c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire qui a été chargé. Bon, il est rentré à la DGSE, donc c'est un membre de nos services secrets qui a été chargé au fur et à mesure des différents gouvernements de différentes missions. Donc, ce n'est pas lui qui a eu des contacts personnels avec Assim Tassi. On lui a demandé de prendre contact, et comme on lui a demandé de prendre contact aussi avec les Serbes. Euh, Pourtant, c'est marqué dans une notice fait document du 15 juste février 2019 que dire, Arnaud Danjean aura été l'invité personnel de la Chine Tassi lors de la déclaration d'indépendance du Kosovo. oui, alors l'autre peut avoir fait une invitation personnelle puisqu'il était un représentant officiel de la France. Ça ne veut strictement rien dire. Mm. Alors qu'il continue en disant le rapporteur suisse Dick Marty accuse Tachi de trafic d'organes humains au Oui, bah, Kosovo, blablabla. Et donc Danjean n'hésitera pas à prendre vigoureusement la défense du président kosovar. oui, bah alors justement, j'en ai pas trouvé trace de ça. Alors, en ce qui concerne le trafic d'organes, vous savez très bien que j'ai été, je pense, le tout premier en tout cas, à dénoncer la chose, et ce n'est pas ce monsieur, comment vous l'avez appelé, Oui, Dick Marty. Je ne oui, sais pas qui c'est, on s'en fiche, mais. le premier, ou plutôt la première qui a dénoncé ce trafic, c'est Madame Carla Del Ponte, une Suissesse, qui était la présidente du tribunal euh, International de la Haye. pénal international, exactement. C'est elle, dans un livre qu'elle a écrit, qui dénonçait ça, j'en ai parlé à plusieurs reprises. C'est dans mon livre, d'ailleurs, je crois, Le complot mondialiste. Bon, donc, en fait, dans cette notice que je trouve partiale, de faits et documents, et on va en reparler, on cherche à donner une connotation péjorative de ce monsieur Dangean pour discréditer François-Xavier Bellamy. Alors, au service de qui? Donc, il faut voir que ce monsieur Dangean est un fonctionnaire de l'État et qu'il va faire des missions. Donc, il est au contact de gens plus ou moins respectables. Alors, pourquoi est-ce que Fait et Document aurait présenté ça de cette façon-là? Pour une raison très simple. C'est que Fait et Document, d'une part, est très proche d'Alain Soral. Et que Alain Soral roule pour le Front National. Or,
Voilà, Diane, exactement. Or, Alain Soral roule pour le Front National. Donc, tout ça, c'est encore une fois, comme pour la présentation frauduleuse faite par les médias de certaines déclarations de François-Xavier Bellamy, c'est faire dire le contraire de ce qu'est la réalité, de ce qui a été dit. Donc, attention, c'est toujours la même chose. Avant de foncer tête baissée dans des déclarations soi-disant officielles, il faut toujours confirmer, aller chercher s'il n'y a pas une autre explication à cela. Pour moi, ce danger, alors, je voudrais tout de même rappeler une chose qui a tout de même sa petite signification. Qui est-ce qui a conseillé à François-Xavier Bellamy d'aller à Cîteaux? C'est M. Dangean. D'accord. J'ignorais. Donc c'est que oui, la notice est pernicieuse et on essaie de le montrer sous un jour plus. Voilà. À qui profite, je dirais pas le crime, c'est pas un crime, Non. mais à qui profite cette présentation frauduleuse? Très bien. Bon, est-ce que finalement. Surtout pas être naïf. Oui, Non. Mais bon, c'est vrai que dans l'esprit de la population, qui est naïve, le Front National, le Rassemblement National semble être plus radical finalement. Donc c'est pour ça que quelque part, ils bénéficient d'une réputation plus anti-Europe et ça va leur porter bénéfice. c'est évident. C'est évident. Mais alors, voulez-vous me dire comment un Front National, Rassemblement National, peut être contre l'Europe qui a été faite par la maçonnerie et, et par les autres? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Avec comme support des francs-maçons et des juifs comme principaux lieutenants. Ça ne colle pas. On pourrait en dire autant des républicains. Je pense qu'ils doivent avoir leur lot de francs-macs et de sionistes. Ils ont certainement leur lot de francs-macs et des sionistes, mais le problème, c'est que le discours de Bellamy est très différent de celui de Marine Le Pen de ses lieutenants. Mais alors, vous croyez à ces belles paroles? Est-ce que ce ne serait pas comme un Sarkozy en 2007 avec son Karcher? Oui, il est évident Je vous qu'on peut taquine. toujours dire non, mais vous avez raison de non. Il faut apporter la contradiction. Vous avez raison. On peut penser à ça. C'est d'ailleurs un certain nombre d'arguments qui me sont donnés ou que je vois sur différents réseaux. Et c'est une possibilité. Mais alors à ce moment-là, on ne bouge jamais. On ne peut pas faire de procès d'intention. Et je me répète encore une fois, pourquoi est-ce que les médias lui sont aussi contraires pour donner la préférence au Rassemblement national? Pourquoi? Si réellement c'est un homme à double visage, les médias et ce qu'il y a derrière les médias, les lobbies, pas besoin de les nommer, eux doivent savoir qui est réellement le vrai François-Xavier Bellamy. Oui, absolument. S'il y a cette hostilité contre lui, c'est qu'ils savent très bien qu'il n'est pas des leurs. Ça a été la même chose avec Fillon. Fillon n'était pas parfait, pas plus que Bellamy n'est parfait à nos yeux nationalistes. Mais il est certainement le moins mauvais, et il faut tout de même pas oublier d'où vient François-Xavier Bellamy. Il vient de la Manif pour tous, et la Manif pour tous, c'était quoi? Répondez. C'était contre le mariage pour tous. Le mariage pour tous, c'est tout ce qui tournait autour. Exactement. Et d'ailleurs, c'est le seul à vouloir interdire la GPA dans son programme. Tout à fait. De ce mouvement est sorti, sur le plan politique, une structure qui s'appelle Sens commun. le sens commun, exactement, qui est la partie droitière des Républicains. Donc, avec François-Xavier Bellamy, nous avons l'aile droite, je dirais presque l'extrême droite des Républicains, et notre intérêt à nous est de tout faire pour favoriser cette tendance. C'est aussi simple que ça.
fort bien. Et bon, est-ce que vraiment ces élections européennes ont une véritable importance? Enfin, en fait, dans votre défense de Bellamy, l'Union européenne importe peu, puisque vous prévoyez les municipales, les prochaines présidentielles. Et donc, parce on a le droit de se demander vraiment quelle importance de ces élections face à une Union européenne, comment dire, paralysée en quelque sorte, puisque on voit bien les lobbies ont un tel impact que finalement tout ça n'est qu'une farce. Vous ne pensez pas? Oui, non, mais c'est évident. Bon, mais pourquoi est-ce que justement Macron s'est investi autant dans ces élections européennes? C'est qu'il a peur justement qu'au travers de tous les mouvements dits populistes en Europe, et je ne vais pas parler du Rassemblement national nécessairement à ce sujet-là, mais les réactions, notamment en Italie, notamment en Hongrie, il y a un réflexe qui est, à mon avis, au début, qui est un rejet de l'Europe supranationale. Or, Macron est l'homme des lobbies qui l'ont mis en place justement pour détruire la France et instaurer cette nation Europe, qui est le prélude à la République universelle. Et vous pensez que Macron se voit comme futur président de l'Europe? Ah, mais je l'ai dénoncé à plusieurs reprises sur base d'un certain nombre de ses déclarations. Je l'ai cité, les ai données dans la politique et j'en ai parlé, je crois, dans l'un ou l'autre de mes conférences, l'une ou l'autre de mes conférences ou lors de nos entretiens. Je ne me rappelle plus, mais ça, je suis formel. Il se voit comme premier président de la dite nation, entre guillemets, européenne. Et il est prêt à tout pour cela, en bazardant les fleurons de notre industrie. Donc, il se vend à l'étranger pour avoir en retour ce poste, comme un bon petit soldat qui aurait bien œuvré. Bon, oui, donc il s'agit de faire réellement barrage à Macron et bon, la plupart penseront que c'est le Rassemblement national qui se prêterait le plus à ce jeu, mais ils comprennent pas le billard à 3 bornes ou je sais pas, oui, c'est ça. Oui, tout à fait, mais je me répète encore une fois, si le Rassemblement national était honnête dans sa démarche anti-européenne, comment vouloir faire une politique anti-européenne avec des gens qui, par nature, philosophiquement et d'origine ethnique, sont favorables à la construction supranationale, c'est-à-dire les francs-maçons et le monde juif? C'est pas possible. Il y a une contradiction, il y a une arnaque là. D'ailleurs, au sein du Parlement européen, le FN s'est quand même battu assez mollement, notamment contre le CETA. Vous savez, l'accord de libre-échange France-Canada. Tout à fait. Et je crois même qu'ils ont voté pour le secret des affaires, qui d'ailleurs protégeait les multinationales. Tout à fait, je vous félicite Diane, exactement. Il n'y a eu aucune lutte contre les délocalisations. Bien entendu. Bien entendu. Bon, là, ils abandonnent l'euro. C'est le faux adversaire. C'est le faux adversaire. Le Rassemblement national, c'est le faux adversaire. C'est idéal pour un Macron ou pour tous les autres de ce genre-là. C'est la grande astuce de la maçonnerie et de ce qu'il y a derrière la maçonnerie. Il n'y a qu'à lire mon livre sur la maçonnerie. Oui. Vite compris. C'est que il n'est plus nécessaire de faire des affrontements frontaux, si j'ose dire, une tautologie. Il suffit d'infiltrer un mouvement qui apparaît comme réactionnaire pour le changer de l'intérieur. Et rappelez-vous les 3 points que je donne toujours: infiltration, neutralisation, déviation. Ça s'est passé dans l'Église, ça s'est passé dans la Fraternité Saint-Philippe, ça se passe dans le Rassemblement national. Si on ne comprend pas ça, eh bien, on est cocu. Oui, c'est ce qu'on appelle une opposition contrôlée, je crois. Voilà, exactement. Et puis c'est révélateur, leur anti-islamisme est uniquement par sionisme. Mais exactement, exactement. C'est très bien d'insister là-dessus. Et regardez tout le travail de Zemmour. Je voudrais rappeler une chose. Curieusement, nos médias n'en ont pas tellement parlé. Je l'ai vu sur Internet.
Marine Le Pen a proposé à Zemmour, je crois que c'était la troisième position sur la liste des européennes. Ah oui, exact. Lui a proposé de faire partie de la liste. C'est vrai. Exactement. Or, Zemmour, c'est quoi? Bon, je vais me répéter encore une fois. Il a C'est refusé, hein. c'est l'individu, d'abord, il est juif d'origine et revendiqué, qui, dans son livre Un destin français, oui, je crois qu'on ne parle pas la même chose là, disait que Saint-Louis était le roi juif. Ah bon? Saint-Louis qui a d'une part fait brûler, d'ailleurs c'est ce que un responsable israélien lui a reproché dernièrement pour expliquer l'incendie de Notre-Dame. C'est parce que Saint-Louis avait fait brûler sur le parvis de Notre-Dame tous les Talmuds qu'il avait pu réunir dans son royaume à l'époque. Hmm. Euh, bon, deuxièmement, ce même Zemmour souhaitant que Israël devienne la France et la France Israël. Et c'est avec ça qu'une Marine Le Pen veut fricoter? Eh bien, c'est compatible. Ben évidemment, compte tenu de tout ce qu'elle dit, de toutes ses attaches, de tous ses lieutenants, etc., de toutes leurs positions, ça coule de source. Mais est-ce que c'est ça ce que nous voulons, nous? Alors, quel est celui qui est le plus proche de nous? Ben, certainement pas elle. Très bien. Donc, assurément, vous réitérez votre appel à voter François-Xavier Bellamy, et qui serait, pour en revenir au début de notre entretien, la personne la plus capable de procurer du bien. Alors, certains me diraient, me l'ont rappelé, j'en ai parlé dernièrement, il y a quelques semaines, avec Jérôme Bourbon, le directeur de Rivarol, et, m'avait reproché à l'époque d'avoir fait voter Hollande. Alors, on pourrait me dire, mais vous avez fait voter pour le pire. Était-ce le pire? Et pourquoi ai-je fait voter pour Hollande contre Sarkozy? Oui, c'est un coup de pour secouer un peu la population. Alors là, c'était, disons, un vote révolutionnaire. En fait, quelle était la situation? Quel était l'échiquier, si on peut dire? Puisque vous savez très bien que j'aime bien me référer à deux choses, le judo et le jeu d'échecs. Quel était l'échiquier? L'échiquier était que tant que Sarkozy était là, les bien-pensants, les conservateurs, etc., ne voyaient rien à la manœuvre mondialiste de Sarkozy et à la destruction de la société chrétienne en France que faisait Sarkozy. Donc, je me suis dit froidement, qu'est-ce qu'on peut faire pour supprimer cet aveuglement des catholiques? Eh bien, leur mettre un électrochoc aux fesses en faisant arriver au pouvoir un ennemi avéré au lieu d'un faux ami. Alors, à partir du moment où Hollande a été élu, ah, comme c'est curieux, il y a eu la manif pour tous. Elle n'aurait jamais eu lieu du temps de Sarkozy. C'est vrai. Donc, vous voyez, la politique, c'est pas une histoire de sentiments. C'est une analyse froide, c'est un calcul froid du coup d'après et le coup d'après du coup d'après. Très bien. Mais j'espère que votre message sera entendu. Écoutez, Diane, Même de si- toute façon, on fait ce que l'on pense devoir faire. Et encore une fois, les peuples ne méritent que ce qui leur arrive et ce qu'ils décident. Ouais, donc vous pensez que la France méritait la révolution de 1789, Je en dirais pas quelque la sorte. France, je dirais pas la France, mais la société telle qu'elle était. Oui, oui, mais le peuple, C'est évident. Ah, mais c'est évident. Mais le peuple est passif, le peuple est toujours la victime là-dedans. bien sûr. Toujours la victime. La victime est l'enjeu. C'est l'éternel, oui, c'est l'éternelle victime. Mais il est évident que la société qui avait commencé à se déliter à partir de Louis XIV, rappelez-vous, et qui s'est allé en s'aggravant. Et ce malheureux, rappelez-vous la petite question que je vous ai posée lors du dernier entretien avec, on était, il y avait vous, il y Il y avait avait Eric, Paul. hein, il y avait Eric. Ah non, c'était Paul, Paul. entre la différence entre Louis XIII et Eric Louis XVI. XVI. Vous vous rappelez de ma réponse? Oui, il était mal entouré. Louis XVI était mal Oui, entouré. il n'avait pas choisi
les sommes nécessaires pour répondre à la situation dans laquelle il se trouvait. Et la révolution dite française, que l'on a vue avec Louis XVI, aurait pu se produire dès Louis XIII, si Louis XIII n'avait pas eu l'intelligence de confier les rênes du pouvoir, de la gouvernance, à Richelieu. Rappelez-vous à l'époque, sous l'impulsion de Cromwell, que s'est-il passé? Eh bien, ils ont eu une révolution. Et le roi d'Angleterre de l'époque, Charles Ier, a été décapité, comme allait l'être Louis XVI. Donc en Angleterre, la révolution s'est faite plus tôt qu'en France, parce qu'il y avait eu un Richelieu. Et le grand tort de ce malheureux Louis XVI, que je ne vais pas pleurer, parce que ce que nous vivons, c'est de sa faute, en très grande partie. Quand on a une responsabilité, il faut savoir l'assumer. C'était un mou, un faible, en fait. C'est un mou, et en plus de ça, il avait strictement rien compris, pas plus que cette malheureuse Marie-Antoinette. Rappelez-vous la lettre qu'elle avait adressée à sa sœur Marie-Christine, dans laquelle elle disait, mais non, la maçonnerie, c'est pas dangereux, tout le monde en fait, on rit, on s'amuse bien, on mange bien, etc., etc., etc. Ces gens-là n'ont rien compris, n'ont rien voulu comprendre, et n'oublions pas tout de même que d'après des historiens tout de même sérieux, y compris maçons, qui le revendiquent, Louis XVI a été initié. Il était évident qu'il était pas au grade, comme son cousin qui a voté sa mort, Philippe Égalité, duc d'Orléans. C'était des nigauds, les idiots utiles de l'histoire. Donc vous voyez, tout ça, ça fait partie de mon raisonnement et sur l'histoire actuelle. Il faut savoir regarder les faits et les tenants et aboutissants des décisions qui sont prises par nos gouvernants. Et en fonction de ça, on analyse comment on doit réagir. Très bien. Et Monsieur Plongeard-Lassac, avez-vous un dernier mot avant de nous quitter? Est-ce qu'il y a une question ou un aspect sur lequel vous souhaiteriez revenir? Je ne sais pas, je pense qu'on Je souhaite revenir que les Français soient moins naïfs et qu'avant de se plaindre, ils essayent de remonter à la cause de leur malheur. Tant qu'ils ne seront pas capables de faire cela, qu'ils ne viennent pas pleurer. Et c'est pas moi qui vais leur tendre un mouchoir. Bon, bah très bien, c'est entendu. Bon, Voilà. bah, je couperai à ce moment-là, Philippe, Oui, mais oui, vous oui. dites si vous revient quelque chose à l'esprit. Vous pouvez y aller. Je pourrais enregistrer comme ça, très bien. Je pense, oui, moins que vous ayez une autre idée. Je pense qu'on n'a rien oublié. Il y a différentes citations à faire. Donc, je pense qu'au point de vue citation, en ce qui concerne le Rassemblement national, si les gens n'ont pas compris à qui ils ont affaire, il n'y a rien à faire. Oui, non, c'est vrai. Non, mais certains resteront toujours butés. Diane, qui est-ce qui disait que la bêtise humaine est ce qui donne le mieux la notion d'infini? Je sais que vous le dites souvent. Ouais. Mais en l'occurrence, c'est toujours valable, hélas. Oui. Allez, Diane, à bientôt. Oui, je vous dis à bientôt Bravo, également. et votez bien.